Ça fait quelques mois qu'on a amené le prix fédéral sur la pollution dans les provinces de l'Atlantique et on voit déjà qu'on a besoin de raffiner le programme un petit peu pour s'assurer que les gens puissent accéder aux alternatives nécessaires. Justin Trudeau est en train de capoter. Il est en panique totale. Après 8 ans où il a dit qu'on avait besoin d'une taxe carbone pour augmenter le coût de nourriture, de chauffage et de l'essence, il avoue que sa taxe n'en vaut pas le coup. Un aperçu des réactions suscitées cette semaine par les changements annoncés à la tarification carbone par Justin Trudeau. Le gouvernement suspend le tarif sur l'huile à chauffage pendant 3 ans parce que, dit-il, ça n'atteint pas les objectifs désirés. Alors, ajustement, raffinement, comme disait le premier ministre, ou mouvement de panique, comme disait le chef de l'opposition. Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info à Ici Première. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine de l'Actualité. Michel Séauger est analyste politique, chroniqueur à La Presse et Radio-Canada. Bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Commencez dans l'ordre. Commencez avec Alec. Comment est-ce qu'on explique cette espèce de volte-face? Et achetez-vous ça, vous, l'explication de Justin Trudeau, que le programme, moi, finalement, ça manquait de raffinement, puis il faut ajuster un petit peu, fait qu'on va le suspendre pendant 3 ans, puis voyons voir ce qu'on peut faire pendant ce temps-là. Oui, mais le principe de la taxe carbone existe depuis un bon moment. C'est qu'on s'en soit rendu compte après l'entrée en vigueur en Atlantique, c'est quand même assez surprenant. Non, c'est pas des raisons purement environnementales et économiques. C'est des raisons purement politiques qui expliquent l'ajustement. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup de pression dans les provinces atlantiques, donc des membres du caucus de Justin Trudeau dans l'Atlantique, pour modifier ça. D'ailleurs, Pierre Poilievre était en tournée, là, abolissons la taxe carbone là, en Atlantique au moment où on a annoncé ça du côté de Justin Trudeau. Parce que c'est vrai que c'est là où on chauffe le plus au mazout au Canada et que donc la transition pour acheter des thermopompes et tout, c'est compliqué. Bon, ça existait avant. On avait ces chiffres-là avant. On aurait peut-être pu faire l'ajustement avant que les sondages soient désastreux et que Pierre Poilievre fasse sa tournée en Atlantique. Donc, clairement, il y a un réflexe politique là-dedans. Moi, je pensais qu'on allait ajuster le programme où on allait, par exemple, bonifier la subvention pour la thermopompe, ce qu'on a fait d'ailleurs, qu'on allait ajuster certaines choses, mais suspendre la taxe carbone pour 3 ans sur le mazout de chauffage résidentiel, ça, je ne pensais pas qu'on allait aller jusque-là parce que ça envoie le message au reste du pays qu'il y a de la souplesse dans le programme, qu'autre chose pourrait changer si on crie assez fort pour se faire entendre. Donc, là, on se magasine un peu plus de problèmes que si on avait ajusté d'autres pans du programme. Bon, Chantal, puis là, juste un peu plus tôt dans l'émission, Stephen Guilbeault nous disait « Non, c'est la seule brèche qu'on va ouvrir, pas tant que je suis ministre de l'Environnement. » C'était Chantal. Bon, ben peut-être qu'il risque de plus être ministre de l'Environnement parce qu'il y a 3 semaines, il aurait probablement dit aucune brèche. Écoutez, c'est ce qu'on appelle battre en retraite dans un grand désordre. Parmi les choses que le premier ministre a avancées, on en fait plus pour aider le climat. Sérieusement, c'est quand même particulier. Le coût de la vie est un problème. Si le coût de la vie est un problème pour les gens de l'Atlantique, on imagine que c'est un problème pour les gens qui chauffent au gaz naturel puis qui vivent en Saskatchewan ou en Ontario. Alors, pourquoi eux et pas les gens de l'Ouest? Il y a eu beaucoup de pression parce que ça passait mal. La taxe sur le carbone passe très mal en Alberta et en Saskatchewan depuis déjà quelques années. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les libéraux n'ont pas de siège à perdre en Alberta et en Saskatchewan. Il y a 1 an, le Parti libéral, à la Chambre des communes, a voté contre une motion conservatrice qui demandait exactement ce qu'on a annoncé hier. Alors moi, si j'étais Pierre Poilievre, là, je trouverais que je viens d'avoir une extraordinaire semaine. Et je me dirais, non seulement je promettais de me débarrasser de la taxe sur le carbone, mais maintenant, je peux dire, contrairement à Justin Trudeau, je vais le faire pour tout le monde. C'est quand même un repositionnement favorable pour les conservateurs qu'on ne pourra plus accuser maintenant d'être contre la lutte au changement climatique parce qu'ils veulent se débarrasser de la taxe sur le carbone. Justin Trudeau vient de s'en débarrasser au moins jusqu'aux prochaines élections et au-delà. C'est intéressant, ce lien. Michel, moi, j'ai été surpris parce qu'en 2015, M. Trudeau a fait campagne là-dessus. Je ne pensais pas qu'il allait faire marche arrière comme il l'a fait jeudi. Est-ce que vous avez été surpris, vous?
À peu près autant que vous. Écoutez, on est 1 an après l'élection, là, on n'est pas de 50 ans après l'élection. Il a fait campagne là-dessus. C'est quelque chose qui disait qu'il était au centre de son programme politique. Et là, il l'abandonne, mais il l'abandonne de la pire façon possible, c'est-à-dire partiellement, temporairement, dans une région où on sait qu'il risque de perdre des sièges. Sauf que en Saskatchewan, 90% des foyers sont chauffés au gaz naturel. Mhm. Eux aussi, ils disent, hey, on devrait avoir le droit à la même exemption. Et on parle des provinces maritimes, on parle de l'endroit où, parce qu'à terme, cette politique-là, ça devait inciter les gens à changer de système de chauffage, Ouais. à s'acheter une thermopompe, à faire quelque chose comme ça. De toute évidence, le 250 $ par année qui venait avec cette politique-là n'est pas suffisant pour que les gens fassent ce geste-là. Donc, on a ouvert la porte à ce qu'à peu près toutes les régions du Canada disent ah ben moi je veux la même chose. Et ça peut être soit un calvaire très long pour M. Trudeau, soit d'abandonner la taxe très rapidement, ce qu'il ne fera probablement pas. Puis de l'autre côté, ben, on a M. Poilievre qui, lui, a comme politique de dire ben moi, j'ai toujours été clair là-dessus. Cette taxe-là, je ne la veux pas. Ouais. Alors, la clarté dans ces affaires-là, ça aide celui qui la pratique. Bon, là, vous l'avez tous évoqué. Là. Clairement, le but de M. Trudeau là-dedans, c'était de calmer un peu la grogne en Atlantique, puis de calmer la grogne de son caucus atlantique. Est-ce que ça fonctionne, Chantal? Est-ce qu'il réussit à calmer un peu la donne ou est-ce qu'il empire les choses potentiellement? Ben, probablement qu'il y a des gens en Atlantique qui vont se dire c'est une bonne nouvelle pour moi. Quoique, sérieusement, là, la tarification du carbone, telle qu'appliquée au mazout pour chauffer, c'est pas la plus grosse partie de la facture. Là. On verra pas tout à coup que ça devient économique de chauffer une maison au Nouveau-Brunswick au mois de janvier. On n'en est pas là. Ce que les libéraux sacrifient, parce qu'ils sacrifient quelque chose là-dessus, c'est la capacité, et ça les a payés pendant 2 campagnes électorales, en 2019, en 2021, en Ontario. Et ça, c'est des candidats conservateurs qui l'ont dit. Sur le pas de la porte, on se faisait dire on ne peut pas voter pour vous parce que vous n'êtes pas sérieux dans la lutte au changement climatique. Et c'était quoi la mesure phare? C'était la tarification du carbone. Mmh. Alors là, ce qu'on vient de dire aux gens, le message subliminal, et il n'est pas beau, c'est qu'on y croyait à la lutte au changement climatique tant que c'était payant électoralement, puis que maintenant que ça ne l'est plus, on n'y croit plus. Bon, alors, ça ne me semble pas être un gain net là, quand on le calcule comme ça. Michel puis Alec ensuite. Michel? Non, c'est pas un gain net. Écoutez, il y a une seule façon de capituler, c'est une capitulation totale, ou donc les capitulations partielles, ça n'a jamais marché dans l'histoire. Alors, à un moment donné, si tu décides qu'il faut que tu abandonnes quelque chose, il y a des gens qui l'ont fait avec succès, là. C'est déjà arrivé. Mais il faut le faire clairement pour tout le monde, en disant, voici pourquoi on le fait, on a fait une mauvaise politique, on s'excuse, on arrête. Mais c'est pas ça qu'il fait. Il croit encore à sa politique, mais il y a des raisons pour lesquelles, dans l'Atlantique, ça va me faire trop mal. Donc, c'est transparent, ça. Alors, tout le monde le sait, et c'est ça qui va lui faire mal. Oui. Alex, ça m'a aussi fait penser un peu cette semaine à Trans Mountain, quand M. Trudeau avait racheté le pipeline pour calmer un peu la grogne en Alberta puis en Colombie-Britannique, puis qui en a payé le prix au Québec, dans l'est du pays. Il y avait eu un ressac de la communauté environnementale qui disait ben c'est pas ça, c'était pas ça le deal originalement. Vous n'étiez pas supposé faire ça. Est-ce que les gens qui l'appuient, M. Trudeau, risquent de l'abandonner ou risquent de repenser à 2 fois à cause d'un assouplissement comme celui de jeudi? Spécifiquement sur celui-là, je ne sais pas. Mais les incohérences qui s'accumulent, oui, ça peut faire en sorte que ça devient compliqué pour Justin Trudeau. Dans la population, dans son propre caucus aussi. Il y a beaucoup de gestion depuis maintenant quelques semaines des politiques publiques qui semblent être beaucoup plus en droite ligne avec la gestion de ses propres troupes, de son propre caucus, que, par exemple, pour l'intérêt général bien public. Et il y a eu quelques exemples. Sur Israël, Hamas, entre autres, on est sorti très, très fort pour appuyer Israël. Puis là, on s'est rendu compte qu'au caucus, tout le monde n'était pas d'accord. Ça brassait pas mal. Il y avait des députés qui trouvaient qu'on était pas mal d'un seul côté. Et là, on a demandé, par exemple, une pause humanitaire des bombardements d'Israël, ce qui est pas mal le synonyme de cessez-le-feu. Mais on ne peut pas employer cessez-le-feu parce qu'Israël ne veut pas. On essaie de ménager la chèvre et le chou pour que le caucus soit quand même un peu content. Le logement, c'est la même chose. Cet été, les députés voulaient du mouvement sur le logement.
rapidement. On est arrivé avec cette baisse de la TPS pour les logements locatifs. Ça ne fera pas une très grande différence. Au moins, il fait quelque chose, mais ce n'était pas réfléchi. Il n'y avait pas vraiment de stratégie derrière ça. On voulait calmer une partie du caucus qui disait, là, ça nous prend quelque chose, là, faut qu'on fasse. Et ça, à un moment donné, là, plus on gère à court terme pour faire plaisir à certaines personnes, plus on va en mécontenter d'autres qui se demandent est-ce qu'il reste de la colonne vertébrale à ce gouvernement-là dans certains dossiers ou est-ce qu'on y va au gré du vent? Et c'est cette incohérence-là, je pense, qui risque de faire mal à Justin Trudeau. Chantal Michel ensuite. Chantal. Il y a 2 grands dossiers qu'on identifie à Justin Trudeau. Au-delà de toutes les batailles ponctuelles ou les événements qui surviennent en cours de route sur le front international ou avec les États-Unis, c'est la réconciliation avec les Autochtones et la lutte au changement climatique axée sur la tarification du carbone. Et sur l'un comme sur l'autre, que Justin Trudeau commence à reculer, c'est comme s'il disait tout ce que j'incarne, c'est plus important maintenant. Finalement, c'est pas vraiment ça. Il peut pas dire on abandonne la taxe sur le carbone, à moins de démissionner le lendemain matin ou de voir son ministre de l'Environnement démissionner, parce que c'est une de ses marques de commerce. C'est comme s'il disait, moi, là, ça m'intéresse plus, on a mis beaucoup d'argent dans le dossier autochtone, c'est plus ma priorité. Mm-hmm. Il pourrait jamais dire ça. Et c'est ça qui est en train de se passer, c'est de dire, tant qu'à perdre, ben aussi bien de perdre en laissant le plus de morceaux de nous sur le pavé, plutôt que de perdre et que les gens disent après, ce qu'ils ont dit de Brian Mulroney d'ailleurs, quand les conservateurs ont perdu, au moins il y avait le courage de faire A, B, C, D. Ouais. Là, il est en train d'enlever même cette phrase-là. Et ce que ça fait, il y a des gens qui ont accompagné M. Trudeau dans cette démarche-là, qui lui ont dit personnellement au cours des derniers jours, au cabinet, mais aussi personnellement, que faire ce qu'il a fait, ce serait une trahison. C'est pas des mots légers, là, et ça a été dit. Et ce point de presse-là, qui, selon moi, va passer à l'histoire comme un des moins reluisants de Justin Trudeau dans son mandat de premier ministre, a eu lieu quand même de la façon dont il a eu lieu. Ouais. Michel. Ça va à quoi j'ai pensé quand j'ai vu cette conférence de presse-là? Ça m'a fait penser au beau risque à René Lévesque. Ouais. Là-dessus, M. Lévesque a perdu pas loin de la moitié de son conseil des ministres. Ça n'a plus jamais été pareil avec son parti. On ne peut pas se renier soi-même en politique. On ne peut pas dire « Ah, j'étais l'homme de l'indépendance du Québec, puis là, ben, savez-vous, on va prendre une chance avec le fédéralisme. » C'est ce que son parti lui a dit. Peu de temps après, il a été obligé de démissionner. À un moment donné, il y a des choses pour lesquelles les gens vous apprécient parce que vous êtes le défenseur de ça ou de ça. Si vous essayez de farfiner avec ça, les gens ne vous suivront plus. Bon, dernier tour de table, je vous entends. Qu'est-ce que M. Trudeau peut faire, doit faire à partir de maintenant? Ou peut-il faire quelque chose pour tenter de redresser l'affaire? Je commence avec vous, Alec. Bon, je n'ai pas de conseil à donner à Justin Trudeau, honnêtement. C'est pas mal lui qui s'est mis les pieds dans les plats. On verra comment il va s'en sortir. Mais clairement, on a l'impression là, qu'on navigue à vue, là, qu'il n'y a pas de boussole au gouvernement fédéral depuis un bon petit moment, dans toutes sortes de domaines. On semble être plus préoccupé par les mauvais sondages que par l'avenir du pays. Et ça, c'est pas bon signe. Est-ce que l'entourage de Justin Trudeau devrait changer? Ça fait un bon petit moment que bien des députés le réclament en disant que ça prendrait un petit peu plus d'oxygène. C'est pas mal les mêmes personnes qui sont autour de lui depuis maintenant le début. Sa chef de cabinet est toujours la même depuis qu'il est au pouvoir. Peut-être que là, il y a des réflexes qui manquent et que les personnes qui l'entourent ne sont pas les bonnes personnes avec les bons réflexes au bon moment pour redresser la barque libérale. Ouais. Est-ce que ça va passer par ça? Est-ce qu'il y a d'autres façons de le faire? Je ne le sais pas. Mais dans le cas de la taxe carbone suspendue temporairement pour le mazout résidentiel en Atlantique, le mal est fait. Il ne peut pas dire « je me suis trompé cette semaine, je reviens en arrière ». Et là, il va être obligé de répondre à toutes les autres provinces sur toutes sortes d'autres domaines qui ne vont pas le faire pour eux. Honnêtement, ça va commencer à être assez compliqué. Là. Chantal, puis ensuite Michel. Chantal. Bon, alors, à partir de maintenant, c'est évident, Justin Trudeau est un premier ministre qui est doublement otage. Il est otage de son caucus et de ses députés qui... Jean Chrétien les avait déjà appelés les siens, là, ces députés libéraux, Nervous Nelly, des gens qui prennent le mort aux dents aussitôt qu'ils sentent un peu la soupe chaude. Et il est otage du NPD pour la survie de son gouvernement qui, selon moi, ne va pas connaître une remontée fulgurante dans les sondages sur les intentions de vote au cours des prochaines semaines. Mais
l'autre dynamique qui est maintenant complètement installée, c'est que les premiers ministres des provinces maintenant vont l'attendre. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ou bien ils nous donnent ce qu'on veut, ou bien de toute façon, on attend qu'ils ne soient plus là. Et ça, c'est une dynamique qui n'est pas porteuse de lendemain qui chante pour la collaboration fédérale-provinciale. Ça rend ça plus difficile. Rapidement, Michel. Je ne crois pas vraiment dans ce que je vais vous dire, mais il faut qu'il trouve un second souffle, une grande idée qu'il pourrait lancer. Ça peut avoir l'air d'être désespéré aussi. Il faut que ça soit très bien fait. Mais depuis le début de ce deuxième mandat-là, on dirait qu'il gouverne à vue, qu'il n'y a pas de boussole, qu'il n'y a pas de qu'on fonctionne avec les sondages et les manchettes de journaux. Ça ne peut pas continuer comme ça. Effectivement. En tout cas, ça va être intéressant à surveiller, voir la suite des choses là-dessus. Alex, Chantal, Michel, merci infiniment. Bonne fin de week-end. Au revoir. Merci, au revoir.